En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous à Chazelles, à la brasserie La Rainette. Donc on a pris la route Angoulême direction Limoges et à La Rochefoucauld, on a bifurqué à droite et nous sommes arrivés jusqu'à Chazelles, où nous avons la chance d'être reçus par Simon Rioux, qui est à mes côtés, devant la roue de son moulin. Bonjour à vous Simon. Eh bien, ravi également. Bienvenue au moulin du bourg de Chazelles, à la brasserie La Rainette. Bien, alors cette brasserie La Rainette, elle est installée dans un moulin qui sans doute ne faisait pas de bière quand il a été construit. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le tableau? Nous sommes à côté de l'église, comme il a beaucoup plu quand nous enregistrons en ce mois de mai. L'église, elle a l'impression d'être posée sur l'eau. On est un peu sur une cité lacustre, mais ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et j'aperçois devant nous un pré qui est un peu inondé où vous devez servir des bières l'été. Mais si on revient en arrière, le moulin, il date de quand et quelle est un peu son histoire, si vous la connaissez? Oui, alors elle est assez longue cette histoire. Elle a quasiment 7 siècles. C'est un moulin qui a été bâti par des moines au XVe siècle, autour de 1450, qui a servi pendant de longues périodes à faire à la fois de l'huile, mais aussi de la minoterie, donc de la farine. Et il a été, sur les 2 derniers siècles avant le XXe, un lieu où on sciait la pierre de karst de La Rochefoucauld, la pierre de Chazelles, et qui est une pierre d'ouvrage très qualitative et très belle, qu'on appelle également la coquillière, puisqu'elle a sur ses parois, des aspérités qui sont des petits fossiles dus à une mer il y a très très longtemps au Jurassique, sur ce plateau karstique ici. Donc ce moulin a été un lieu de travail jusqu'au milieu du XXe siècle, et il a été réhabilité, restauré de manière assez significative par mon prédécesseur, qui a été également, avec sa compagne, qui ont été les créateurs de la brasserie La Rainette, pour redonner un objet et une utilité, un sens à ce moulin. Monsieur Alain Miteau. Monsieur Alain Miteau et Sylviane, sa compagne à l'époque, voilà. Bien, écoutez, vous avez tracé une belle image de cet historique. J'ai l'impression qu'il y avait 2 roues d'ailleurs, car j'ai vu un autre canal de défuite avec quelque chose, les armatures en fer qui restent. Oui, tout à fait. C'est un moulin avec une activité assez intense. Il y avait peut-être même une 3e roue un peu plus en amont. On se pose la question, mais 2 roues c'est sûr. Il y a eu 2 roues, donc 2 ouvrages, des vérins qui permettaient de scier la pierre, de couper la pierre jusqu'au milieu du XXe. Alors on peut dire aussi que dans le coin, il y a aussi un moulin qui a été restauré et qui lui aussi aujourd'hui scie la pierre. À quelques pas d'ici, c'est tout un circuit des moulins qui ont été bien restaurés grâce à des associations notamment, qui sont sur le territoire. Et ici, il y a la roue, elle sert encore à quelque chose ou c'est du décor? Alors pour l'instant, elle est totalement décorative. Elle a été restaurée, réhabilitée en 2012 par Alain et Sylviane. Et on a pour projet progressivement de la convertir pour faire de l'hydroélectricité. C'est un gros dossier administrativement. Il y a pas mal de choses à mettre en place. Mais le moulin étant antérieur à la Révolution, on a un droit d'eau. Donc on a un moulin fondé en titre. Donc on peut se servir de la puissance de l'eau pour générer une motricité, donc de l'hydroélectricité. Ce qui viendra, j'espère, dans quelques années. Alors ça veut dire, Simon Rioux, quand on vous écoute, qu'on ne peut pas faire de l'électricité comme on veut, quand on veut? Et non, il y a des contraintes, il y a des obligations. Il y a de la continuité écologique au niveau des rivières, il y a un biotope, et il y a aussi des règles très précises de puissance qu'on peut utiliser, etc. Tout ça passe par une démarche administrative assez complexe qui est en cours pour nous, mais qui va prendre plusieurs années. Et vous avez la chance d'avoir un droit d'eau qui date d'avant la Révolution, ce qui vous permet de faire des choses que d'autres peut-être ne pourraient pas. Tout à fait. Alors, puisqu'on parle de vous, et on est venu là ici pour ça, alors vous avez découvert cet endroit, vous m'avez dit qu'avec votre compagne Julia, vous étiez charentais, plutôt Charente-Limousine. Comment vous avez découvert cet endroit et vous avez sans doute changé de voie, changé de travail pour arriver jusque-là? Alors oui, la petite histoire, on a fait nos études à Poitiers,
Moi, j'étais cadre de direction dans le social, médico-social. Julia était aussi dans le médico-social. Et c'était lors d'une balade pour aller déguster à Saint-Sornin des vins de chez Henri Jamet à l'époque, Oui, Henri Jamet. de Gimblot Oui, et oui. aussi d'Olivier Pussec. On avait goûté le Maverlan à ce moment-là. Avec des amis, on nous avait parlé d'un petit moulin assez sympathique avec une bière très qualitative, sur petit volume, mais très qualitative. Et on est arrivé, je crois, sur une balade de l'été 2016. Et les anciens propriétaires, Alain et Sylviane, on s'est très bien entendu. Et ils avaient ce désir de transmettre ce patrimoine-là, en tout cas de le vendre à des personnes avec qui ils s'entendaient bien. Et le contact s'est très bien passé. Le lieu nous a ravis parce que c'est un lieu magnifique et la bière nous a plu. Donc les planètes se sont alignées à ce moment-là, familial, au niveau de nos projets personnels. On avait envie de rentrer, revenir vers la Charente, élever nos enfants ici. Et donc les choses se sont faites comme ça. Donc Alain et sa compagne ont trouvé les enfants adoptifs, des enfants de cœur, pour les enfants de cœur sans jeu de mots parce qu'on est à côté de l'église, mais bon, pour reprendre la brasserie La Rainette. Et vous connaissiez quelque chose dans la bière ou c'était vous aimiez ça sans doute évidemment, mais d'aimer à en faire son métier. On va voir avec vous maintenant, on va déambuler dans le moulin et voir la brasserie. C'est pas si évident. Comment vous vous êtes formé, comment vous avez appréhendé les choses, comment vous vous êtes préparé, s'il y en a qui nous écoutent et qui ont des velléités aussi un jour de faire le même parcours que vous. Alors il y a aussi pas mal de paramètres. Moi j'ai la chance d'avoir un oncle qui a grandi en Charente mais qui a beaucoup voyagé, qui lors de ses retours de voyage s'est installé dans la Drôme provençale. Il a créé une brasserie à côté de Nyons qui s'appelle La Grillette, qui existe toujours, qui est maintenant une brasserie assez importante. Donc j'ai baigné un petit peu dans ces histoires, dans cette aventure-là, dans ces connaissances également. Et après, il y a une formation, j'ai fait un diplôme universitaire correspondant à métier d'opérateur en brasserie, beaucoup de lectures, et puis l'apprentissage sur le tas avec Alain Miteau, qui m'a beaucoup transmis son savoir, qui avait une technique brassicole déjà assez ajustée, assez développée. Donc tous ces différents facteurs ont fait que je me suis senti légitime pour continuer l'aventure, développer l'entreprise. Et maintenant, il y a quelques personnes avec moi pour m'aider. Alors, je trouve que ce que vous venez de dire est très important, c'est-à-dire me sentir légitime. Et c'est vrai que quand on commence comme ça une affaire artisanale, il faut faire ses preuves. Et là, vous avez su, par votre famille, votre oncle et puis Alain Miteau, chausser les chaussures du brasseur et découvrir et faire votre chemin personnel, j'allais dire presque spirituel en même temps, pour arriver aujourd'hui à continuer le produit qu'il avait lancé avec ce nom de La Rainette. On s'imagine qu'il a trouvé ce nom parce qu'il y a beaucoup de grenouilles. Oui, tout à fait. On est donc sur cette rivière qui nous est très chère maintenant et qui s'appelle le Bandia, qui prend sa source dans le 87, dans la Haute-Vienne, qui passe par la Dordogne et qui va jusqu'à à peu près à Agry quand il y a beaucoup d'eau, comme c'est le cas en ce moment. Et donc les rainettes sont encore présentes avec les grenouilles rieuses, mais on a la chance d'avoir quelques rainettes, ce qui est plutôt très bon signe au niveau de la qualité de l'environnement. Bon, alors, si vous voulez bien, on va s'avancer parce qu'il y a beaucoup d'eau et donc beaucoup de bruit avec la roue. J'espère qu'on nous entend correctement, mais ça, je n'en doute pas, mais il y a quand même un bruit de fond. Donc, vous allez nous raconter un petit peu l'histoire peut-être de la bière maintenant et puis de comment vous avez appréhendé les choses. Et pour ceux qui connaissent moins ce produit, j'aime pas ce nom de produit, mais ce breuvage, nous dire comment ça fonctionne, comment ça se passe, où est-ce qu'on trouve les matières premières, là, vous m'avez dit, on a brassé et on est en train de mettre en fût. Tout ça, il y a des noms particuliers, mais avant d'en arriver là, il y a des plantes, il y a des produits. Comment ça se passe ? Alors c'est une très bonne question, je pourrais y répondre de manière assez longue, mais en essayant d'être synthétique, on travaille avec quatre matières premières principales que sont les céréales, les levures, le houblon et l'eau. Alors pour ce qui est finalement l'ingrédient principal, c'est l'eau, puisque ça compose 95% en général à peu près d'une bière. C'est l'eau de la résurgence de la Touvre. On a la chance de bénéficier de l'eau du réseau de la Touvre, qui a une minéralité très intéressante pour les brasseurs, donc ça c'est vraiment une grande chance. Les céréales qui sont maltées sont des orges de brasseurs qui sont produits et récoltés et maltés en Poitou-Charentes, en bio. On travaille uniquement en bio. Alors maltais, ça veut dire quoi ?
Alors c'est un processus de transformation chimique de la céréale. Là aussi, ça peut être un peu compliqué à expliquer, mais il y a trois grandes phases chez le malteur. Donc à Saint-Jean-d'Angély, c'est un métier à part entière. On va faire tremper la céréale pour l'attendrir. On va ensuite lui faire croire que c'est le printemps, la faire germer. Donc pour que la petite radicelle qui devient la future plante, elle va être ensuite castrée. On va lui enlever cette radicelle. Et ensuite, on va la faire cuire à plus ou moins entre 80 et 130 degrés. Ce qu'on appelle le touraillage, qui est un peu la torréfaction pour les céréales. En la cuisant à plus ou moins haute température, on va lui donner déjà une teinte soit pâle, soit quasiment carbonisée, comme peut l'être du café. Et c'est ces différents assemblages d'orge qui vont donner à terme la couleur de la bière qu'on va fabriquer. Donc blonde, ambrée. Brune, on utilisera un ratio d'orge de malt beaucoup plus touraillé. Là où une blonde ou une blanche, ce seront des blés, on utilise également de l'orge du malt de blé, seront cuits beaucoup moins haut. Alors ça veut dire que quand ce processus de récolte et là cette torréfaction entre guillemets chez cette personne de Saint-Jean-d'Angély, vous lui achetez à lui les orges maltées pour ici brasser. Exactement. On se fournit à la malterie de l'Ouest, la première moisson, à côté de Saint-Jean-d'Angély, entre Saint-Jean-d'Angély-sur-Gers. Ils travaillent avec des agriculteurs bio autour de chez eux, mais qui peuvent même être jusqu'au Mans-Loire. On sait qu'il y a quelques agriculteurs du côté de Montbron aussi qui produisent de l'orge brassicole, qui est dédiée à cette malterie. Nos houblons sont désormais quasiment tous de Nouvelle-Aquitaine. Il nous reste un houblon d'Alsace qu'on aime bien, le Striezelspalt. Et on travaille également avec des houblonnières charentaises maintenant, puisqu'il y en a deux qui sont sur le territoire. Alors on constate qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à brasser. Est-ce que ça entraîne, et sans doute ça l'entraîne, des agriculteurs ou des paysans agriculteurs à se lancer dans cette culture ? Alors on a une culture, sans faire de jeu de mots pour le coup, mais sur l'orge brassicole en France qui est très importante depuis très longtemps. On est entre le premier et le deuxième faiseur d'orge, producteur d'orge au monde. Donc on a vraiment cette culture-là. Mais la filière microbrasserie se développant de manière assez intense depuis 10-20 ans, on a de plus en plus de brasseries. En effet, ça a restructuré la filière, donc probablement davantage encore d'orge brassicole et des houblonnières qui se redéveloppent sur l'ensemble du territoire national. Bon, alors très bien, merci pour toutes ces explications en amont de chez vous. Maintenant, nous sommes chez vous, on va peut-être rentrer d'ailleurs. Avec plaisir. Et puis vous allez nous dire comment ça se passe. On va laisser, et on va saluer au passage Kenan qui nous filme, passer devant nous. Et maintenant, on rentre dans cette grange. C'est le moulin historique. Voilà. C'est le moulin historique du moulin du bourg de Chazelles. Là, on voit le rez-de-fosse qui a été restauré aussi. Alors oui, c'est ça. C'est-à-dire que la roue, on l'a vue à l'extérieur et on voit que les mécanismes ont été complètement restitués à l'intérieur. Ce sont des grandes roues vertes. Vertes en métal avec ce qu'on appelle des aluchons qui sont en bois. Et ce sont toutes ces petites dents en cormier. Donc c'est un bois qui a pratiquement disparu à la fin du XXe siècle suite à des maladies. Mais on a la chance de pouvoir avoir une roue avec des aluchons en cormier. Donc c'est à la fois un bois dur, mais d'une certaine tendresse pour pouvoir tourner. Il y a une certaine souplesse pour la friction. Ne pas casser. Exactement, oui. exactement. On va dire que chez vous, il y a une friction douce. Alors, à côté de moi, pour ceux qui nous écoutent à la radio et celles qui nous écoutent, on a des cuves en inox. Donc, vous allez nous expliquer le produit, il arrive où et il est traité comment ? Alors, et à quelle saison ? Alors, on brasse toute l'année. Alors, chez nous, on brasse principalement de septembre à mi-juillet. On se laisse un mois et demi l'été où, du fait d'avoir une guinguette également dans notre projet de Rainette, on a moins de temps pour brasser et puis on se laisse plus de temps pour accueillir le public au moulin. On brasse environ 45 000 litres par an et on aurait la possibilité de faire un peu plus parce qu'on a beaucoup de demandes, mais on a fait le choix de ne pas faire davantage parce que notre modèle économique fonctionne comme ça et ça nous permet de travailler toujours assez lentement, de faire un produit vraiment dans le temps, faire des fermentations assez longues. On est assez réputé pour les fermentations le travail de nos fermentations. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la manière de fabriquer peut-être ? Oui, c'est ça. Alors, pour faire de la bière, donc, on a besoin des 4 ingrédients que j'ai précisés tout à l'heure. On va brasser sur une journée environ 9 heures, 1000 litres de bière.
qui vont, une fois qu'on aura mélangé les céréales, incorporé le houblon, fait différents paliers de cuisson. C'est assez technique, il faudrait... Alors ça se fait où? Dans les cuves qui sont devant nous? On va aller voir avancer. là-bas. Hein, Voilà. Alors on avance dans ce moulin. Je dois dire qu'on n'a pas encore l'odeur, même si on peut avoir l'image et le son. Alors, Ça sent comme dans un moulin. ça sent Parce comme que dans un moulin, ouais. c'est des graines. Oui. Alors, on a brassé hier. Aujourd'hui, on enfûte avec Mathieu. Donc, c'est pour ça qu'il y en a un peu partout. Mais donc, ça, c'est une cuve qu'on appelle Bromeister, qui fait 500 litres utile, qui nous permet de brasser 500 litres. Aujourd'hui, on a une cuve complémentaire à l'extérieur qui nous permet de faire 2 fois 500 litres dans la journée. Donc, on fait bien 1000 litres dans la journée. Et donc, on a différents paliers de cuisson. On va mélanger les céréales, assembler différentes céréales pour tel type de bière. Et à la fin de la journée, quand on aura fait tout ce travail de brassin, on va transférer notre mou dans un fermenteur. On en a plusieurs. On a 4 fermenteurs de 1000 litres et 5 ou 6 fermenteurs de 500 litres. Alors ce que je voudrais dire, c'est comme une grosse cocotte minute avec un panier Oui. et avec un chapeau, et on ferme ça, et c'est là que ça se passe. C'est ça, c'est une grosse gamelle. Alors, qui coûte assez cher. Hein. C'est du matériel chauffé. Et qui chauffe environ. Là, on est en électrique, on chauffe jusqu'à 20. Il faut 25 kilowattheures pour faire chauffer le mou jusqu'à 100 degrés pendant une des phases du brassin. Et alors après, vous étiez en train de le dire avant que je vous couvre pour nous dire devant quoi nous étions. Vous l'acheminez dans les cuves. Voilà, alors on transfère un mou qui est à 100 degrés, une espèce de jus de céréales qu'on a travaillé toute la journée, jusqu'au fermenteur où on va faire passer la bière, enfin ce qui sera la future bière, de 101 degrés, 101 degrés à 23 degrés. Et donc pour ça, il faut un refroidisseur à plaque. Mais Alain Mito, il y a maintenant 18 ans presque. Du fait qu'on ait le droit d'utiliser l'eau, on a une pompe de relevage dans le Bandia. Et on fait, grâce à l'eau du Bandia, on fait refroidir notre mou dans un tuyau en cuivre qui est propre. Et tout ce qui est autour, c'est un plus gros tuyau où passe l'eau de la rivière. Et par capillarité, fait refroidir notre mou. Donc c'est vraiment aussi une particularité de la bière La Rainette, c'est qu'on a un refroidisseur complètement écologique. Et donc ça, c'est assez original. Et Alors quand on voit les images des brasseurs penchés sur leur cuve en train de tourner, c'est à quel moment cette partie-là? alors aujourd'hui, la plupart des brasseries sont complètement automatisées. C'est une pale qui va tourner avec un moteur. Là aussi, nous, on a choisi ce type de matériel, des Bromeister. On a un contact encore lors de l'empâtage. Lorsqu'on va commencer à incorporer les céréales, on va mélanger. À la fin du brassin, on va également mélanger. Donc on a des moments où on brasse. Donc vraiment le terme brasser vient de ça. Le brasseur va tourner son fourquet, qui est l'instrument du brassage, à l'intérieur de la cuve. Donc nous, on a vraiment encore ce côté clairement artisanal dans notre process. D'accord. Alors, j'étais revenu à ça pour que les gens aient aussi l'image du brasseur, et c'est d'ailleurs d'où vient le nom. Donc, quand tout ça a fermenté dans la cuve et tout, jusqu'où on arrive pour faire cette bière, et ces bières, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Alors, la deuxième histoire un peu de la vie de la bière, la vie de la bière va commencer au moment où elle va rentrer en fermenteur, on va incorporer les levures. Les levures sont des petits organismes monocellulaires, organismes vivants, qui vont manger les sucres qu'on leur a au préalable préparé à manger. Ce sont des sucres simples, qu'on appelle des maltoses, voire des maltotrioses. Ces sucres vont être consommés, vont créer par digestion du CO2 et de l'éthanol, ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. Donc voilà, il y a plusieurs fermentations. Chez nous, on fait au moins 2 fermentations. Une primaire, on va laisser tous les sucres être mangés par les levures, ceux qui peuvent l'être en tout cas. Et ensuite, on va faire une fermentation secondaire. On va baisser un petit peu la température du mou pour que les levures aient mangé d'autres sucres. On va donner un peu d'allonge à la bière. Et c'est ce qui fait un peu la particularité de la Rainette, c'est le temps qu'on va passer en garde, en fermenteur. On fait ce qu'on appelle des bières de garde. Alors on ne le met pas sur l'étiquette parce que c'est pas très connu, mais nos bières passent au moins 3 à 4 semaines en fermenteur. Ça peut aller jusqu'à 6 ou 7. C'est le double en général d'une brasserie artisanale. Et ensuite, on va passer en clarification à froid pour que toutes les matières un peu en suspension, pour rendre propre la bière, se dirigent vers le bas, vers le tronc conique du fermenteur, et on va purger progressivement. Nos bières ne sont ni filtrées, ni pasteurisées, sans additifs, mais de fait de ne pas les filtrer, il faut quand même qu'elles soient belles à boire, et donc pour ça, il y a un travail aussi de clarification. Bien. Alors, on voit d'ailleurs l'instrument
cuve en haut qui termine par un entonnoir. C'est conique. C'est ça. Alors après, vous mettez en bouteille. Alors voilà, tout à fait. On mettait en bouteille jusqu'à il y a un an. Maintenant, tout ce qui est en fûtage, on le fait encore chez nous. Et on a la chance d'avoir à quelques kilomètres d'ici un collègue avec qui on va embouteiller chez lui. Donc la ligne d'embouteillage n'est plus ici. Alors ok, vous parliez d'enfûtage, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'à côté de nous, il y a un petit appareil. Alors les fûts, il faut les décrire un peu. Alors ce sont des fûts consignés qu'on appelle Ecofast, qui sont fabriqués dans le Jura, à poche, donc qui vont permettre lorsque le fût a été consommé, on enlève cette poche en aluminium, elle est recyclée et on la change. Voilà. Et alors quand tout ça c'est fait, ça part chez votre collègue dont vous parliez pour mettre en bouteille. Voilà, tout à fait. On a des cuves de transport en inox. Ça a été une décision qui a été prise pour prendre encore plus de temps à laisser notre bière en garde, de déléguer, d'externaliser quelque part l'embouteillage. Et on a la chance de vivre à côté du pays du cognac, et donc il y a beaucoup de lignes d'embouteillage qui sont d'un très bon niveau. Donc on a pu déléguer dans le pays de Barbezieux cette prestation-là. Et donc nous on garde l'enfûtage, mais tout ce qui est conditionnement petite et grande bouteille, ça se fait à 40 km de la brasserie. D'accord. Alors avant que ça soit mis dans les fûts, ce qu'on voudrait peut-être un petit peu comprendre, c'est comment on fait pour qu'elle soit blonde, qu'elle soit brune, etc. Je vois devant moi un des fûts, avant que ça aille dans les petits fûts, où c'est travaillé et clarifié. Il y a écrit ambre, il y en a d'autres, ça va être un autre nom sur d'autres gros fûts. Comment vous faites ça ? Alors, on en revient à l'association, à l'assemblage des céréales qu'on va mettre au départ. En général, pour faire 500 litres de bière pour nous, une bière en général à 5 degrés, en moyenne, on va utiliser 120 kg de céréales. Sur une bière blonde, on va utiliser 120 kg de céréales claires, ce qu'on appelle Pilsen, des orges et des blés clairs qui ont été cuits à 80, très légèrement. Sur des ambrés, on va commencer à mettre plutôt que 95 kg de céréales claires et on va assembler des céréales plus cuites. Donc c'est l'enveloppe de la céréale qui va être plus cuite, qui va donner la coloration de la bière in fine, et qui va non seulement donner une couleur, mais aussi du goût et un aspect gustatif différent. D'accord, on a mieux compris, enfin j'espère. Oui, de toute façon, si les gens n'ont pas compris, ils viennent vous voir à Chazelles, à la Rainette, c'est facile à trouver, c'est pas loin de l'église, c'est en plein centre-bourg, et vous savez parfaitement raconter, puisque c'est ce que vous êtes en train de faire avec nous. Ces bières, elles ont la chance d'avoir eu, il y a peu de temps, des médailles, 2 d'or et 2 de bronze au Salon de l'Agriculture, c'est ça ? C'est exactement ça. L'année dernière, au mois de mars 2023, on s'était fait un petit challenge un peu en interne avec des copains, des clients qui nous disaient vous devriez peut-être faire un concours, vos bières sont excellentes. On s'est dit d'accord, chiche. Et donc on s'est dit tant qu'à faire un concours, autant faire le salon de l'agriculture qui pour nous est le plus prestigieux. Je suis un petit-fils d'agriculteur, il y a tout aussi une histoire à travers ce salon. Donc on s'est présenté, on est la plus petite brasserie de France en volume à se présenter et on est la plus médaillée en termes de récompenses. Donc on a été sidérés d'ailleurs des résultats. On a même, je ne me cache pas, j'ai versé une petite larme ou deux et on a bien fêté ça. Et ça a permis à la brasserie de gagner aussi un petit peu en réputation. On savait qu'on faisait un bon produit, mais maintenant les autres aussi le savent. Et j'allais dire, vous vous êtes fait mousser. Et on s'est fait un peu mousser, en effet. Alors, où est-ce qu'on vous trouve, Simon Rio? Enfin, pas vous, mais on vous trouve ici. Mais vos bières, la Rainette, et l'avenir de la maison, pour vous, dans votre tête, avec votre compagne, avec Mathieu Rimbaud, les apprentis qui sont en livraison aujourd'hui. Oui. Comment vous voyez l'avenir de cette maison? Parce que vous travaillez en famille en même temps, et on sent un esprit d'équipe. Oui, tout à fait. Alors, la distribution, elle se fait sur un rayon de 100 km maximum, c'est un choix. On travaille à peu près avec 30% de grande distribution, les alliances locales avec les Leclerc, les producteurs d'ici avec les Intermarchés, quelques-uns en Charente, voilà, d'autres un Carrefour ou deux. On travaille avec des épiceries fines sur toute notre gamme, des indépendants, des cavistes, CHR, café, hôtel, restaurant, des associations sportives, des associations culturelles, des associations locales. Voilà. Et puis Magasin bio aussi, sans doute. magasin bio, bien sûr. Et puis une partie du chiffre d'affaires se fait aussi en direct sur la guinguette et la vente toute l'année.
Si on vient vous voir, effectivement. Vous êtes ouvert toute l'année, il faut le préciser. On regarde les horaires, c'est plutôt dans la soirée, à partir de C'est ça, 16h en fin de jusqu'à semaine 21h. en général. Ouais, tout à fait. Et en fin de semaine, plus ouvert l'été peut-être. Et l'avenir, alors je disais, comment le voyez-vous? Eh bien, l'avenir, il est à peu près le présent qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas, je fais des belles phrases ou pas d'ailleurs, mais on a trouvé notre modèle économique est à peu près à 40 000 litres, ce que je disais tout à l'heure. L'entreprise fonctionne comme ça. On a le souhait de garder vraiment une très très belle qualité de bière, de prendre le temps de la fabriquer. Donc il est fort probable qu'on ne développe pas beaucoup plus, à 10% près. Peut-être on fera un jour 50 000 litres, mais on n'ira pas plus loin que ça. Parce que pour l'instant, on a trouvé notre équilibre comme ça et on pourrait faire un peu plus. On a de la demande, mais ce serait, voilà, nos valeurs se situent à peu près dans ce fonctionnement-là. Merci beaucoup, Simon Rioux. On vous souhaite longue vie au fil de l'eau, en dégustant une petite rainette, en écoutant sa musique. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous. Et n'hésitez pas à venir leur rendre visite. C'est un endroit vraiment sympathique et où on déguste des choses merveilleuses. À bientôt pour une autre émission.